Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Twitch de SportMed. Horaire inhabituel ce vendredi, 17h, 19h, comme un seul homme. Une fois n'est pas coutume, on a un peu avancé, comme ça vous serez tranquille ce soir, vous pourrez regarder koh Et je sais qu'à la demande générale, on a accédé aux fans de koh on a un peu avancé l'horaire, mais c'est exceptionnel, hein, on reviendra à 21h. Qui s'estime pas avoir la partie gagnée, koh on n'a pas dit notre dernier mot, hein. Euh, where, where is my court? Where is my court en anglais? En Where is français, Brian? where is Brian? En français, où est ma court? C'est la question que tout le monde se pose depuis 15 jours. Et pourquoi ce silence? Et puis généralement, que compte-t-il faire? Alors, on va faire un peu, aujourd'hui, on va mettre un peu entre parenthèses l'option vente OM. On va faire comme si ça n'existait pas, le temps de cette émission, et on va essayer de percer le mystère McCourt, de se mettre à sa place et de répondre à ces questions. Pour m'accompagner ce soir, et non, pas ce soir, vous voyez, je perds mes automatismes. Cette fin d'après-midi, Hervé Berkan. Hervé, tu nous entends? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Toujours enchanté d'être sur le plateau virtuel de SportMed. Hervé qui a annulé sa séance de kiné exprès pour nous parce qu'il m'a-t-il dit, j'ai des choses à dire. Tout à fait. Oh là 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 Bon. Avec nous également Bruno Angelica. Salut les amis, salut Gilles, salut Hervé, salut tout le monde. Salut. David également, un des piliers aussi de la famille SportMed. David, tu nous entends? Ouais, nickel. Bonsoir à toutes et à tous. Bon. Eh ben, le son est bon. David, hein, tu n'es pas un habitué des lives, hein, mais ce soir, tu t'es fait violence Enfin, ce soir, pardon. Cet après-midi, tu t'es fait violence et tu as décidé de franchir le pas, hein. Tu as des choses à dire, toi aussi, hein. C'est ça, ouais. Je suis pas un spécialiste, j'aime pas trop monter, tout juste pour monter. Donc, je trouve ça intéressant aujourd'hui de parler de McCourt et de son voyage en France. Bon, ok. Carbo, on a des petits soucis de son, des petits soucis techniques, on va essayer de les régler. Pareil, il fait partie de la famille élargie SportMed et en cours d'émission, il nous rejoindra sûrement. On va régler ces petits soucis et il nous rejoindra en cours de route. Avec nous également en régie, Small qui va gérer tout ça aujourd'hui de main de maître avec Loïc. Un RTT, Robin et FX sont en RTT. On leur souhaite de passer une bonne fin d'après-midi, de se reposer parce qu'on repart au combat dès la semaine prochaine. On en parlera un peu plus tard en fin d'émission. El Tigre et Momo également parmi nous. Salut les gars. Ah bah écoute Gilles, nos amis, on dirait ils nous ont lâchés aujourd'hui. Donc, C'est toi qui tiens les comptes, Momo, hein. ouais, ça va être difficile pour eux leur retour, hein. Vu Ouais. le plateau de ce soir, ils ont intérêt d'être bons la prochaine fois, hein. Un peu plus tard en cours d'émission, Hélène Foxonnet qui nous rejoindra. Hélène Foxonnet, c'est 25 ans de journalisme, correspondante à Marseille pour l'équipe dans les années 90, 2000. Elle aura beaucoup de choses à nous dire, à nous expliquer. Elle va éclairer notre lanterne et ça sera un plaisir d'entendre Hélène. Voilà, donc avant qu'on démarre, hein, n'oubliez pas de vous abonner, un petit peu d'autopromo, de vous abonner sur notre chaîne Twitch, de vous sub, de nous suivre un peu partout sur nos comptes, hein, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. YouTube, vous savez que vous avez les replays de nos lives qui sont mis en ligne dès le lendemain et également pas mal de petits extraits, de petites capsules comme ça qui peuvent également agrémenter votre semaine et vous abreuver d'infos olympiennes, entre autres. Voilà, donc on démarre, hein, première partie. On est parti pour une introspection, enfin une introspection. On va essayer de faire comme si on était McCourt et de faire une introspection. Et d'abord, de percer le mystère. Où est McCourt? Where is McCourt? Momo, c'est toi qui t'y colle en premier. Est-ce que tu as des infos? Où est-il? Oh, quelques infos intéressantes de la part d'une équipe qui vérifie pas mal sur le terrain, d'ailleurs que je salue, et notre ami Nabil OM13 et Couscous qui ont mené une enquête assez poussée pour savoir où est McCourt pendant sa période ou lors de son passage en France.
Après plusieurs vérifications, McCourt aurait été présent à plusieurs reprises du côté de Paris, de la ville de Nice, et il a fait pas mal d'allers-retours entre l'aéroport de Castellet et Nice également. Dans la semaine, il a été présent pour une conférence à la Sorbonne pour présenter son média numérique Mhm. qui est dirigé par Hero. Donc, il y a eu une conférence de ce côté-là. Après, je pense que c'est plus des affaires du côté de son business que de l'OM. Hein. Je pense qu'il s'inquiète plus de son business que de tout ce qui tourne autour de l'OM. Alors moi, d'après ce que je me suis laissé dire, il se pourrait qu'il fasse une apparition à la commanderie ce mardi. Est-ce que tu as également ces infos, Momo? Exactement, exactement. Apparemment, il devrait faire une apparition dans la semaine et plus précisément du mardi au niveau de la commanderie. Ça serait son premier passage à Marseille et notamment à la commanderie. On en attend, donc, on attend d'en savoir un peu plus, donc probablement un petit passage par la commanderie. Et alors, s'il vient à la commanderie, est-ce qu'on en sait un peu plus? Est-ce qu'il va s'exprimer? Est-ce qu'il va y avoir une conférence de presse? Ou est-ce qu'il va rencontrer, uniquement il est là pour rencontrer les salariés, les nouvelles recrues, hein, puisque on le sait, il y a pas mal de nouvelles personnes qui vont faire leur apparition dans l'organigramme. Est-ce qu'on en sait un peu plus, Momo? Quelques indiscrétions? Aucune info précise là-dessus. C'est compliqué. On va demander à Hervé Berkan avec son ami Anne Méo, je crois, c'est ça? Qui dirige pas mal la communication de M. McCourt. Donc, aucune info précise là-dessus sur la future venue de McCourt à la commanderie. Allez, avant de donner la parole à nos intervenants et notamment à Hervé, n'oubliez pas, si vous voulez débattre de nos émissions, le hashtag SportMed. N'oubliez pas également le chat pour vous exprimer. On relaiera également vos questions, vos remarques, hein. Et, on en profite pour faire un petit coucou à l'équipe des modos avec HDK Soso, Fury Ultra. Débrief, enfin toute l'équipe, ils se reconnaîtront, je ne vais pas tous les citer, on les embrasse fort, on leur souhaite bon courage, et voilà, c'est parti. Hervé, tu peux mettre les pieds dans le plat, parce que, bon, là, on a un peu essayé de pister le parcours de Franck McCourt depuis 15 jours, qui se trouve en France, ok. Ouais. Bon, on pourra peut-être en savoir un peu plus dans les heures qui viennent, mais de manière plus générale, la véritable question qui se pose, c'est pourquoi ce flou artistique, pourquoi cette opacité dans la communication? Est-ce que c'est pas, alors on voit hein, les messages et les remarques qui nous parviennent par Twitter, par les réseaux sociaux, les gens sont irrités par ce silence et ils commencent à prendre ça comme une forme de mépris, de dédain ou de désintérêt. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Hervé? Ben, c'est vrai qu'en tant que supporter, c'est la première fois depuis que McCourt a pris les rênes qu'il reste autant sur le sol français et européen depuis qu'il a pris le club. Mais par contre, il n'y a pas de communication, puisqu'il a même lorsqu'il a fait le match à Metz, il n'a pas donné ne serait-ce qu'interview, une petite interview, même lors du dernier match. Ben, il s'est rien passé, quoi. Donc je pense que tout le monde se pose la question. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de la vie, il faut se poser des questions hein, existentielles. Et celle-là, c'est pourquoi il est là depuis 15 jours, 3 semaines. Et qu'est-ce qu'il fait? La deuxième question. Visiblement, on nous dit qu'il travaille sur le mercato de l'OM, c'est ce qui est un peu transpiré dans les médias traditionnels. Mais bon, j'ai pas l'impression. Tout ce qui a transpiré de façon en mercato, ça vient de l'étranger la plupart du temps. Hein. Je vous vois travailler là-dessus, que ce soit Gerson ou Gerson, je sais pas comment on dit, je suis pas brésilien. Ouais. Et d'autres, toutes les infos viennent de là. Les insiders ont réussi à pister, je crois, l'agent d'Almada il y a avant-hier, je crois, sur la corniche. Mhm. Il se passe des choses, mais ça n'a pas l'air d'être connecté à sa personnalité, visiblement. On les a pas vus manger ensemble, ces agents, avec McCourt. Donc après, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, nous, on tend vers une vente. On se dit, eh ben alors peut-être qu'il est là pour les derniers papiers ou pour, sécuriser certains points d'une transaction qui, comme je l'indique chaque fois, les gens ont du mal à le comprendre. Il y a des dizaines, voire peut-être des centaines de points sur des transactions comme ceci. C'est des transactions qui sont
qui sont très pointilleuses. Mais c'est vrai que, ou alors, troisième chose, tu as évoqué tout à l'heure Anne-Mo. Anne-Mo, c'est la spécialiste du marquage à la culotte en communication. Est-ce qu'elle l'a pas mis carrément sous cloche pour pas que y ait une sortie de route au dernier moment et que ce soit vraiment cadré et c'est pour ça qu'elle a fait, comme on dit en italien, un silenzio stampa, c'est-à-dire silence presse, parce que c'est quand même aberrant que ce soit les journalistes sportifs ou même économiques qui n'aient pas une déclaration, quoi. Ça fait, moi, d'un point de vue, en tant que travailleur dans la communication, je comprends pas. Il y a vraiment un gros point d'interrogation, là. Mais Hervé, c'est pas nouveau ça, parce que ce silence, cette opacité, ce flou artistique, il est entretenu depuis plusieurs mois, hein, pas uniquement depuis quelques semaines. L'arrivée de Cook, Aldridge et même les dernières Ah, arrivées, hein, à la cellule de recrutement, Mathieu Sekinger, je ne sais pas comment on prononce exactement. ouais. Ça reste assez opaque. Rappelez-vous également, Ouvrard, il devait être présenté, il n'avait pas été présenté à la presse. On a l'impression d'une volonté de construire un mur comme ça entre le public, hein, les suiveurs de l'Olympique de Marseille et la direction. C'est assez étrange et du coup, Ah, ça fait germer tous les mystères. Bruno, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, je voulais poser une question à Hervé, puisque c'est son domaine, la communication, et Ouais, notamment, je crois que tu en sais pas mal sur Image 7, un peu le rôle, ouais. je dirais, très important qu'il a toujours eu et qu'il a peut-être un peu plus en ce moment, cette agence vis-à-vis de Macour. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contrôle de Ben, ce je qui se me suis passait en ce creusé un moment? peu. Ouais. J'ai creusé un peu le dossier, hein. Après, je les connais pas, hein. Ils sont dans une autre galaxie. Moi, je suis en National 2 et ils sont en Ligue des Champions, hein. Mais ce que je veux dire, c'est après, c'est des mécanismes. Ces clients, c'est d'un côté l'Arabie Saoudite et d'un côté aussi Macourt. Donc, quoi de mieux qu'une agence de communication au milieu qui fait le médiateur et qui essaie de lisser et de raconter une histoire qui va satisfaire ses deux clients. Bon, un, c'est un État, il a un poids un peu plus important, il doit laisser des factures un peu plus importantes quand même. Et après, l'autre, c'est quand même un milliardaire ou un simili-milliardaire. Donc, le choix de Anmo est indéniable et je pense que c'est quand même un pilier dans toute cette histoire. Et c'est elle qui a décidé, parce que des demandes, croyez-moi, ces services de presse, ils doivent en recevoir d'interviews. Ils doivent en demander tous les jours, je pense qu'ils doivent refuser même, hein. Cette Donc, c'est personne, elle qui décide. tu peux nous en dire plus, la présenter, Ben, Anne-Mo, c'est cette quelqu'un personne? qui a un parcours. Ça part loin. Je crois qu'elle s'est, si je dis pas de bêtises de mémoire, elle s'était occupée de Bernard Tapie aussi à l'époque. Elle a toujours été dans les gros deals, dans tout ce qui est gros business. C'est une agence de communication de niveau mondial, hein. On ne parle pas de la petite agence que nous, on va prendre dans le coin, qui même avait la meilleure volonté. Elle a des connexions de partout. C'est une femme à poigne. C'est une femme qui a fait vraiment elle a fait des parcours dans la politique. Elle a fait. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresse qui est au-dessus de beaucoup, beaucoup de monde. Donc, le choix de cette femme au milieu de cette histoire qui nous concerne n'est pas anodin. Ça, c'est une évidence, hein. C'est vraiment. Euh, on s'est donné de prendre la Ligue des Champions de la communication dans cette histoire. Voilà. Mhm. On ne sait Mhm. pas, on n'a pas dit on va prendre un On stagiaire, va hein. pas- Peut-on imaginer que ce soit Anmo et son agence qui imposent à Franck McCourt et aux dirigeants de l'Olympique de Marseille d'en dire le moins possible, par exemple, sur Aldridge, sur Cook? Il faut quand même pas Ah, exagérer. mais je pense que oui, tout est bordé. Tu sais, ils te font des notes de travail, ces agences de com. Ils te donnent les effets que tu peux utiliser de langage et ainsi le cadre. Il leur dit voilà, il y a un périmètre où vous pouvez discuter et broder là, celui-ci. Et donc voilà. Et comme tu as dit pour Aldridge et Cook, euh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on n'a jamais rien su. Ces gens-là sont venus. On nous a dit qu'ils sont là pour préparer des transferts. Bon, à part Sanson, peut-être en Angleterre. Mais après qu'on gratte un peu et on va leur passer, c'est des gens qui ils ont toujours été là pour faire des audits et travailler Mhm. sur des sessions de clubs, la plupart du temps, pour faire des analyses, pour voir quelles sont les forces en présence dans un club et ses faiblesses aussi. Donc les forces à l'OM, il y en a, des faiblesses aussi, comme dans tous les clubs. Et après, ces gens-là sont pour définir un prix de session. Ils aident, tu vois, c'est un peu c'est un peu Mais des c'est Stéphane Plaza, mais amélioré, quoi. mais c'est Oui. vraiment c'est vraiment une gestion à l'américaine, ce qui fait ma courte d'être aussi distant, avoir cette froideur entre guillemets dans le choix des hommes.
Ah, dans sa communication. C'est vraiment une gestion américaine, hein, parce que la plupart des franchises, que ce soit au baseball ou au basket, c'est géré de la même façon. Il y a un certain ah recul ben qui est oui, tenant de la part du propriétaire. tout à fait. De toute façon, tout est compartimenté, c'est le modèle anglo-saxon. Chacun a sa place et chacun doit amener son petit Lego Mm. pour faire avancer le projet. Voilà. Après, moi, le deuxième, comme je disais, c'est l'article du jour de la Provence qui m'a encore mis la puce à l'oreille. Ça me l'a juste rappelé, mais moi, je m'étais posé la question quand ils sont arrivés il y a 2 ou 3 mois, je crois. C'est ce staff de nouveaux scouts, de gens qui vont travailler sur le futur de l'Olympique de Marseille. Et quand on voit le CV, surtout celui qui est, comme tu as indiqué là, on va devoir apprendre son nom parce qu'il n'est pas facile à prononcer, qui vient de Mathieu Manchester United, Kissinger. voilà, qui vient de Manchester United, tu te dis, moi, la question en tant que supporter, je ne parle même pas de journaliste, je suis en face de moi, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on t'a vendu pour venir à l'Olympique de Marseille à part le soleil et la bouillabaisse, quoi. Parce Mm. que, je suis désolé, mais même à leur petit niveau, ils ont besoin de budget pour recruter des jeunes. Vous savez Si, comment ça se passe maintenant? C'est prime à la signature pour les parents, enfin, des accompagnements, même des emplois. Enfin, il faut avoir un volant. Donc, si le gars il part de Manchester pour venir ici, c'est lui dire, mais attends, pourquoi tu es venu là? Et j'aurais bien aimé avoir une réponse là-dessus, moi. Parce que ça m'intrigue quand même aussi, hein. et ce qui est Pourquoi? justement en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le silence ne favorise pas. Le silence, en fait, permet la prolifération des rumeurs, des fantasmes, et du coup ne favorise pas la clarté. Et ensuite, il ne faut pas se plaindre si derrière il y a allez, on va dire des gens enclins au complotisme, hein, vous voyez, Ouais. petit clin d'œil, qui viennent comme ça alimenter les rumeurs sur les réseaux sociaux. Moi, je voudrais écouter Romain Moulina, journaliste indépendant, Romain Moulina, à propos de Paul Aldridge. Small, est-ce que tu peux nous lancer la petite vidéo de Romain Moulina, 50 secondes? On l'écoute parce que c'est intéressant et on en reparle tout de suite après. Aldridge, c'est pas ça, ça n'a jamais été ça. Aldridge, il est connu pour deux choses en Angleterre. La première, c'est pour son cas et son implication dans le dossier Mascherano-Tevez à West Ham. Et le deuxième, c'est parce que c'est un spécialiste de l'achat-revente de clubs. Il a travaillé dans 5 équipes: West Ham, Leicester, Manchester City, Sheffield Wednesday et Bolton. Dans 4 de ces équipes-là, c'est lui qui a assuré la transition, l'un de ceux, parce qu'il n'était pas tout seul, entre le propriétaire, le nouveau propriétaire. C'est même lui à Sheffield Wednesday qui a conseillé Milan Mandaric pour racheter le club. C'est lui qui l'a géré. Donc moi, quand on m'a dit, et on m'a présenté Aldridge comme le mec qui va vendre des joueurs, j'ai dit, attends, mais c'est pas ça. Aldridge, si vous voulez, c'est un genre de PDG, directeur exécutif, plus ou moins président de club, qui s'occupe du business. C'est pas un mec de sportif, hein. Il vient pas remplacer Zou. C'est un genre de PDG, directeur exécutif, plus ou moins président de club. C'est quand même, C'est pas un mec de c'est, sportif, hein. Il c'est vient quand pas même révélateur, hein, ce que nous dit Romain Moulina. Paul Aldridge a toujours été là dans des conditions bien particulières. David, tu nous entends? Ouais, nickel. Il a toujours été là, Paul Aldridge, pour des raisons bien particulières. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça, de tout ce qu'on vient de dire un peu depuis le début, là? Ouais, depuis le début, juste une précision sur Anmo, gère même Carlos Ghosn, et c'est pas le petit dernier avec tous les problèmes qu'il a. Euh, Ça montre finalement l'importance qu'elle a au niveau de la communication. Au niveau de McCourt, ce qu'il fait en France, je pense qu'effectivement, il doit gérer du business. Il a pas mal d'autres business ici et là, donc il doit gérer d'autres business. Il n'a pas l'air de faire du mercato comme on nous l'a vendu ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, il s'en fiche du mercato, de comment il se déroule. Et on a vu en mars, quand il est venu en mars, il a fait une semaine en France, il a fait tous les médias, mais il avait toujours Anmo à côté de lui, partout. Même lors du match qu'on avait fait à Lille, elle était assise à côté de lui alors qu'il n'avait pas pris la parole, donc elle l'a surveillé de partout. Donc ça Mhm. prouve bien qu'aujourd'hui, il ne prend pas la parole sans l'avoir près de lui et sans avoir finalement le discours bien préparé et bien nickel. Bon, ok. Sur, Ouais, ouais. vas-y, David, vas-y, poursuis. Et du coup, sur Aldridge et Cook, c'est deux personnages qui ont bousculé pas mal quand même le football anglais, hein. Ils sont occupés de pas mal de différents clubs, sur pas mal de business. Je les avais connus effectivement sur le transfert de Mascherano et Tevez il y a très longtemps, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, au début, et après sur le méga deal de Manchester City, et l'arrivée des investisseurs émiratis, donc qui était assez impressionnant. Et ces mecs-là, dès qu'ils passent quelque part, il y a quelque chose qui se transforme. Les clubs se transforment, il y a quelque chose de nouveau, enfin, il se passe jamais rien après. Et on est en train de le voir, nous, on est en train de se transformer aussi pas mal depuis leur arrivée, même si on n'a jamais eu un vrai compte rendu de leur mission
malgré ce que Jacques-Henri Hérault a essayé de nous vendre il y a plus d'1 an avec soi-disant la fanbase et le fait d'aider à vendre au UK, bah, faut dire qu'il n'y a pas eu grand-chose dans cet acabit-là, on va dire. Hélène Foxonnet nous a rejoint. Alors, elle a gardé le pseudo de Sportmed, mais il lui va très bien. Hélène, tu nous entends? Oui, je vous entends. Et vous? C'est ça, tu Vous nous fais de la m'entendez? pub. Coucou Hélène. Coucou, je suis ravie d'être avec vous. Bonsoir Hélène. C'est Et nous je qui vais- sommes très contents de Ouais. te voir et de te refaire parler un peu de ce que tu connais un peu Mais- quand même. Hein. D'ailleurs, je vais déjà dire la mienne, c'est que Admo, c'est pas du tout une inconnue à l'OM, elle ne débarque pas aujourd'hui, parce qu'en 2007, elle avait déjà géré, je ne sais pas si vous en souvenez, l'arrivée de Kashkar. Ah ouais. Voilà, j'ai confondu, moi, tout à l'heure, j'ai parlé de... Ouais, c'est ça. Et c'est elle qui s'occupait de la com. On avait donc un grand raout médiatique à ce moment-là, et c'était déjà elle qui était là pour s'occuper de la com. Voilà. Je savais qu'on allait avoir des infos complémentaires Ah, ô tu vois. combien précieuses avec Hélène. Hein. Ben, Hélène, avant c'est mon grand âge et mon expérience qui fait que Voilà. Hélène, avant ne que me tu demandez pas poursuives, par contre des infos sur le mercato aujourd'hui, je n'en ai Non. aucun. allez, on te libérera en tout cas bien avant. Hélène, Ouais. avant qu'on poursuive, juste on va te présenter rapidement. Hélène, c'est combien d'années de journalisme et combien d'années de, entre guillemets, de commanderie? Alors, j'ai commencé avec l'époque Tapi, donc en 86. Quand Tapi est arrivé, j'étais à Radio Sprint, qui était la radio de la Marseillaise. Et j'ai eu des... Je vous raconte un petit peu ou on n'a pas de temps? Oui. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des rédacteurs en chef qui étaient tout à fait novateurs, puisqu'ils ont décidé, parce que j'étais celle qui comprenait le mieux le foot, puisque j'avais joué au foot et je jouais à l'OM encore. Non, je jouais plus du tout à l'OM, mais j'avais joué à l'OM et au Racing Club Saint-Jean, de me laisser commenter l'OM. Donc, j'ai commenté l'OM toute l'époque Tapi pour Radio Sprint. On était un certain nombre de radios locales, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait donc Avis Assouli pour, je ne sais plus, Fun ou quoi. Il y avait Jeannot Ferrara, notre regretté Jeannot, pour la radio de la Provence, etc. Voilà. Donc, il y avait un ensemble de radios. Il y avait au moins 5-6 radios qui faisaient de l'intégrale. Donc, on faisait carrément tous les matchs dans toutes les compétitions intégralement. Donc, on se déplaçait, etc. en groupe. C'était très sympathique. Je me suis beaucoup amusée, surtout qu'on avait en plus une équipe à l'époque, vous vous souvenez, extraordinaire. On y reviendra peut-être. Ah oui. Et puis après, j'ai quitté Radio Sprint, et qui a fermé en fait. Et j'étais déjà pigiste, et j'ai été donc recrutée par l'équipe France Football d'abord. Pour la finale de Paris, on avait fait le supplément avec Jean-Pierre Papin. Et ensuite, donc l'équipe pendant 25 ans. Je l'ai quitté en 2017. Une quart de siècle à l'équipe, c'est pas rien. Hein. C'est l'OM, voilà. Ouais, mais je me suis, comme je le dis toujours aux jeunes étudiants, des fois à qui je donne des cours, je me suis vraiment régalée, éclatée. Voilà, j'ai fait le meilleur, je pense. Parce que j'ai vu aussi se dégrader les conditions de travail des journalistes. Exactement. Moi, c'est ça que je voulais juste faire une petite parenthèse, une petite digression. Après, on va recentrer le débat. C'est que toi, tu es passé du stylo papier. Oui, exactement. Les interviews, à l'époque, moi, quand j'ai démarré, ça n'existait plus, mais les interviews, enfin, les réactions d'après-match se faisaient dans les vestiaires. Dans les vestiaires, absolument. On faisait. Donc, je rappelle que pour les filles, c'était Marianne Mako, je tiens toujours à le dire, qui a ouvert la voie. Oui. C'est la première fille. Ah oui. Qui a été et qui est rentrée dans les vestiaires avec Basile Boli. Enfin, c'était l'époque du pas Basile Boli, mais il y avait Auxerre qui était, je vous rappelle, Guiraud, etc. Enfin voilà, c'était cette époque-là du foot, hein, et voilà. Et avec Marianne, on a toutes pu travailler normalement. Vraiment, il n'y a pas eu de, j'ai pas rencontré de gros obstacles Hélène, pour faire le travail. À partir du moment où on montrait qu'on connaissait le foot. Et c'est vrai qu'on les voyait tous les jours, je vous le rappelle aussi. On voyait tous les jours, c'est-à-dire que nous, on était à l'entraînement tout le temps. On parlait à tous les joueurs, on leur parlait de tout, ce qui créait une relation de confiance qui permettait qu'on pouvait retenir des infos ou pas, enfin qu'il y avait une vraie relation de confiance entre les joueurs, que quand on les notait, on était là le lendemain pour justifier ce qu'on faisait, et que du coup, on avait aussi plein d'infos, ce qui aujourd'hui est impossible à imaginer. C'est-à-dire que vraiment, à des moments, on sortait, il y a eu toute une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y a eu 4 entraîneurs à l'OM, etc. Tous les jours, il y avait des articles dans l'équipe,
j'étais en binôme avec Dominique Rousseau aussi, pour ceux qui s'en souviennent, où on racontait par le menu ce qui se passait. Il y avait Clemente Braga, vous voyez cette époque, Ah ouais. où il y avait des Oui, fois oui. deux entraîneurs, enfin voilà. Donc vraiment, on pouvait faire le métier tel qu'on pouvait le penser. Il y avait une plus-value du journaliste qui commentait, etc. Aujourd'hui, je suis plus réservée, mais je veux pas commenter vraiment comment travaillent les. Voilà, c'est pas une situation que j'envie aujourd'hui parce que l'information elle est complètement formatée. Il y a pas de, il y a très peu de liens. Voilà, c'est vraiment. Là, on dépend vraiment, je pense, des services de presse et de la manière dont on gère les joueurs, quoi. Et puis les services de presse, et puis également les outils de communication, les réseaux sociaux, Internet, ça a tout bouleversé, évidemment. Oui, bah à partir du moment où on met la conf de presse, où déjà on est donc astreint à poser les mêmes questions que tout le monde, enfin même quand on a un angle différent, qu'on essaie de faire des choses différemment, et que ça se retrouve dans la minute d'après sur tous les sites, je ne vois pas l'intérêt de faire ce métier. Parce que c'est pas comme ça que je l'entends. Moi, j'entends que la relation avec le journaliste, il a sa plus-value, il a sa connaissance, il a son réseau, il a ce qu'il sait de l'autre, il a la confiance, voilà. Et il n'y a plus rien de tout ça aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je trouve que les jeunes enfin, les jeunes de la Provence et tous ceux que je peux citer, enfin vous aussi, etc. Bon, chapeau, hein, parce que pour sortir une info aujourd'hui, voilà. On fait, et puis tout le monde se targue d'être journaliste, alors qu'il y a quand même des règles bien précises de vérification des sources, etc. Voilà. Moi, j'ai expérimenté effectivement le papier et le crayon, la radio, la télé avec l'équipe TV, puisque j'ai commencé je faisais une émission de sport sur Canal Marseille avant, puis après j'ai fait l'ouverture de la télé, de l'équipe TV, avec Prud'homme, hein, qui était le directeur à l'époque. Et j'ai fini, je vous le rappelle, sur le site internet en fait de l'équipe OFR, essentiellement avec mon blog aussi au balcon du Vélodrome. Donc qui n'était pas voilà, donc j'ai essayé un peu tout. J'ai expérimenté beaucoup de choses. Tu as rendu ta carte de presse en quelle année? Et ensuite, je laisse la parole à Bruno. Juste, je voulais savoir, moi, en quelle année tu as rendu ta carte, Hélène? Oh, ben là, j'ai encore parce que je fais aussi la santé, donc sur le quotidien, je fais encore un peu des piges. Mais en fait, sur le foot, j'ai arrêté en 2015, en fait. En fait, en 2015, j'étais mise à l'écart, il faut le dire très clairement, par l'équipe. Et puis en 2017, j'ai vraiment arrêté. Donc je n'ai plus voilà, je suis l'OM, j'adore le foot, hein, tout le monde sait que c'est ma passion, que j'y ai joué, voilà, mais je regarde essentiellement la Ligue des Champions parce que les matchs de l'OM m'ennuient, je suis obligée de le dire. Avec la Ligue 1, m'emmerde, voilà. Donc j'aime le vrai foot, j'aime le beau foot, voilà. Donc je dis ce qu'il en est. Bruno, avant de te laisser la parole, tu as un coucou de la communauté Opium, Hélène. Communauté Opium qui ne t'a pas oublié. Oh, Mais c'est gentil. Parce que c'est vrai qu'on disparaît quand même, je le dis à tous mes confrères journalistes, ne vous faites aucune illusion, quel que soit votre degré de notoriété et du média que vous représentez, on disparaît en 5 secondes. Je le dis sans amertume aucune aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché avant, ça ne me touche plus, parce qu'en fait, vraiment, on représente le média, ce qui est normal, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en fait, moi, ce qui m'a permis de dire, bon, j'ai vraiment fait tout ça, c'est que les lecteurs m'ont beaucoup reconnu. Voilà. Il y a même des gens qui m'ont dit, oh, bon, vous écoutez Radio Sprint, La Voix de l'OM, etc. Donc voilà. Mais c'est vrai que ne vous faites aucune illusion, vous n'existez que sur l'instant, quoi. Il n'y a pas tellement de. Ben écoute, on va en profiter en attendant. On existe un petit peu pendant 2 heures, jusqu'à 19h. Bruno, je te laisse exister. Allez, vas-y. Non, moi, je voulais entendre Hélène et grand merci, Hélène, d'être avec nous et peut-être à l'avenir aussi faire quelques interviews. Et puis après, tu nous parleras peut-être un peu de ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Et maintenant, qui est de la relation d'ailleurs qu'il y a toujours avec. Allô? Bruno, on l'a perdu. Bruno a disparu. Ah. Bruno, t'es perdu. Est-ce que vous m'entendez là? C'est pas assez fort peut-être? Ouais, ça y est. On parlait un peu plus fort, Bruno. Voilà. Ah, d'accord, je vais augmenter le volume. Hop. C'est tout bon là? Pardon. Ouais. Non, je disais, Hélène, grand merci d'être avec nous. Elle nous dira tout à l'heure peut-être ce qu'elle fait, qui est toujours en relation avec le sport, mais différent. Et bon, nous,
On s'est connus à la commanderie, on va pas raconter, mais on peut dire que c'est vrai que dans le monde du journalisme, après, on va pas faire C'est une une longue séance de histoire d'amitié, une longue oui, mais il y histoire, a beaucoup de mais gens on va pas faire une longue ouais. séance de psy, mais bon, le journalisme, on peut pas dire que la communauté des journalistes soit très amie ou vous voyez, c'est De vrai toute que façon, on alors a des valeurs communes, Bruno, c'est le principal. Mais c'est bien. voilà. En tout cas, parlons de Mais il y a l'OM. ça, donc il y a souvent une certaine solidarité. Nous, on Oui. défendait un peu certains journalistes à la commanderie, et puis souvent, pour que les gens se fassent une idée aussi, bon, une certaine solidarité journalistique qui ne marche pas trop. Donc, c'est pour peser aussi, les conditions se sont dégradées avec les clubs qui ont voulu tout encadrer. Voilà. Et donc, comment dire, la solidarité journalistique aussi a été de moins en moins pesante et a de moins en moins pesé face aux clubs qui ont voulu tout encadrer et qui sont arrivés aujourd'hui à tout encadrer. Voilà. Ouais. Et il y a ça. Après, juste ce que je disais peut-être, et j'arrêterai là pour rebondir sur ce que disait Hélène tout à l'heure, que moi aussi j'ai connu pendant une bonne quinzaine d'années à la commanderie. Mhm. Et ce que j'ai toujours, moi, en tant que Marseillais qui avait une envie folle de couvrir l'OM, c'était un des buts. Moi, j'ai toujours été, ça m'a toujours déplu. C'est pour ça que la commanderie, il y a toujours eu quelque chose qui n'allait pas. C'est que du coup avec cette relation d'avoir année après année éloigné les journalistes et les joueurs, une certaine paranoïa, qui est toujours un peu, qui Mhm. coule un peu dans les veines de l'OM, qui coule un peu toujours dans les veines de cette commanderie. Bon, a toujours été présente, voire un peu plus augmentée. Vous voyez, moi j'ai toujours eu ce sentiment, une certaine paranoïa à la commanderie des joueurs, alors que moi, c'est quelque chose que j'ai jamais aussi trop compris, c'est que quelqu'un comme Hélène Foxonnet, comme Mario Albano, les vieux de la vieille, Mhm. moi, un petit niveau, même si je ne représentais pas un média qu'on trouvait ici, il faut bien comprendre que ce sont des gens qui connaissent Marseille et l'OM par cœur. Bon, Mhm. et avec plusieurs joueurs qui arrivent, et vous savez très bien combien de joueurs arrivent chaque année et repartent, je pense qu'une des clés que le club n'a jamais compris, c'est que les journalistes, en posant ces questions, en faisant ce boulot, il peut faire beaucoup de bien aux joueurs pour qu'ils comprennent mieux la ville, ils comprennent mieux le club. Il y a toujours eu ça Mhm. je ne sais pas si tu es d'accord, Hélène. Ils sont toujours, je pense que beaucoup de dirigeants marseillais sont toujours allés dans la mauvaise direction en coupant la presse et les joueurs de ce côté-là, car la presse connaît très bien l'OM, l'histoire. Et ce lien qui s'était distendu a, je pense, à l'arrivée, à jouer de mauvais Pénaliser coups les au club. joueurs? Je sais pas, Ah, écoute, mm, j'en sais rien, ça, parce que je crois qu'ils sont aux mains de tellement de monde que tu sais, ce qu'on pourrait leur dire, oui, on pourrait témoigner en tout cas d'une certaine idée de ce qu'est le club dans la ville. Parce que ça, je suis pas sûre quoi. Oui, on leur dit, mais si tu veux, c'est des mots tout faits. C'est pas. Nous, on peut voilà, on pourrait en parler plus. ouais, En fait, on est sur quelque chose d'un peu superficiel, quoi, voilà. Toi, tu penses que. Mais Moi, c'est juste que d'avoir une relation simple avec quelqu'un, c'est bien aussi. C'est d'avoir une ouais, relation, comment va ton fils, ta fille, voilà, bah, si tu es un peu moins bien, bah, on est un peu plus gentil avec toi. Mais ça, ils ne comprennent pas que c'est tout ce relationnel-là qui fait qu'on peut être un peu plus sympa avec un joueur, même si les réseaux sociaux aussi ont beaucoup changé les choses, hein. Moi, je crois qu'il faut aussi tenir compte de cette réalité-là, qui est vraie pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est tellement simple de dire anonymement sur un réseau social de tuer quelqu'un, entre guillemets, de le critiquer sans que bon, voilà, je suis pas sûre que ce soit que ça. Bon, on va pas non plus pleurer trop sur ce qu'est devenu la relation, mais c'est vrai que ça a beaucoup changé et que je crois pas que les joueurs en soient. Le jour où ça va, bien sûr, mais le jour où ça va pas, il serait important effectivement qu'ils soient un peu encadrés et un peu soutenus par des gens qui connaissent Marseille, qui lui expliquent que bon, ça peut revenir, que c'est. Voilà, enfin, je sais ouais. pas. Par Mm, contre, une relation qui est distendue Mhm. serait un euphémisme de dire qu'elle est distendue, Mhm. c'est la Mhm. relation avec l'actionnaire Franck McCourt. Elle est inexistante. Oui, On mais a tu jamais sais, vu. oui, je suis On a d'accord jamais avec vu. toi. Alors, je vais te poser une question simple. As-tu déjà vu au cours de ton Mhm. quart de siècle Mhm. d'activité dans l'actualité de l'Olympique de Marseille, as-tu déjà vu un actionnaire aussi peu présent à la commanderie, Hélène? Alors, moi, ce que j'ai vu, si tu veux, je crois qu'il y a un élément, et Bernès l'a dit, et je pense que ce qui est très important, c'est comment les gens, à qui ils délèguent le pouvoir.
Tapi, il n'était pas là tout le temps au début, ne croyez pas ça. Mais il avait Bernès. Il avait un entraîneur qui était super médiatique, qui s'était mis tout le monde dans la poche, qui était Goethals, qui revenait chaque année inlassablement. Et il avait Bernès qui faisait un travail extraordinaire. Robert Louis Dreyfus, il a été là, pas là, enfin, etc. Tout ce qu'il, enfin, pour moi, sa grande faute, sa grande erreur, c'est de ne pas avoir su mettre les bonnes personnes au bon endroit et de s'être amusé par moments à créer comment dire, des guerres internes. Il mettait deux personnes totalement qui ne pouvaient absolument pas s'entendre, genre Dubiton, c'est Caddy, mais avant c'était Anigo Tapi, je vous rappelle, en 2003, je crois. 2001, oui, c'est ça. Etc. Il a toujours mis des gens qui ne s'entendaient pas. En fait, on aurait dit qu'il jouait un peu à l'apprenti sorcier. Et puis, tout d'un coup, il y avait 4 entraîneurs nouveaux. Puis, donc, il était là, peut-être, semble-t-il, un peu plus avec tout son folklore là, de mec en tongs et qui fumait le cigare en tongs au bord de la commanderie du terrain. Mais c'était du folklore pour moi. Alors la question c'est, peut-on gérer, construire un club, le succès d'un club en maintenant une distance aussi durable avec sa propriété? Il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a l'école un peu Bernès qui dit oui, ça dépend on l'écoutera après, Jean-Pierre Bernès, l'extrait. Il dit ça dépend, oui, si vous savez l'art de savoir déléguer, si on sait bien déléguer, pourquoi pas. Et puis il y a ceux qui disent de toute façon, même si tu délègues bien, il faut être au club, il faut être présent au moins assez régulièrement. On va écouter à ce sujet Bernard Pardos qui nous en dit un petit flashback sur son intervention dans SportMed il y a quelques semaines de ça. Vous pouvez réagir à l'émission avec le hashtag SportMed. On remercie les 4500 personnes présentes. C'est 17h, il est 17h42, on est près de 4500 personnes. Merci pour tous ceux qui nous ont followé, qui nous ont sub. On en reparlera tout à l'heure. On va lancer le son de Bernard Pardos et puis on revient tout de suite pour en discuter. Écoutez Bernard Pardos ce qu'il en pense. Un peu plus haut dans la pyramide, on a un président quasiment fantôme, en l'occurrence à la personne de Frank McCourt. Est-ce que vous pensez qu'on peut véritablement mener à bien un projet, surtout à l'Olympique de Marseille, en étant aussi peu présent au sein du club? C'est dur. C'est dur parce que on n'est pas là en permanence, on n'affirme pas son autorité. Et bon, après, je pense que quand on est beaucoup plus présent, on peut affirmer sa volonté, c'est-à-dire ses projets, ses choses. Et les faire transmettre par d'autres personnes, c'est pas toujours la même chose. Parce que ça sécurise aussi d'avoir un président qui est toujours en permanence là, c'est plus sécurisant dans la mesure où on voit Lyon avec Colas, on voit le PSG avec El Khadaïfi, à Lyon le président est sans arrêt, à Lille le président est sans arrêt là. Donc c'est difficile d'avoir vraiment un président qui est l'actionnaire majoritaire, qui est l'actionnaire principal d'ailleurs du club, et qui n'est pas là. C'est vrai qu'après il délègue, mais regardez, il a délégué à Pierre-Henri Hérault, ça s'est très mal passé, quoi. Ça a mal fini. Bernard Pardos qui dit il est impossible, globalement, je résume, il est impossible de gérer un club comme l'Olympique de Marseille si on n'est pas présent. Voilà, c'est impossible. Particulièrement l'Olympique de Marseille, évidemment. Et donc, il y a deux écoles qui s'affrontent. Hélène, ça serait plutôt de dire, oui, si à partir du moment où on a des gens sur lesquels on peut compter, on écoutera ce que nous dit Jean-Pierre Bernès à ce sujet, pourquoi pas. Mais, non, ce que je dis aussi, c'est que bien sûr qu'il faut qu'il incarne l'OM, si tu veux. Mais il peut le faire, tu vois, incarner l'OM, c'est prendre la parole à des moments clés quand même. Voilà. On ne se pose pas 10 millions de questions sur ce qu'il compte faire, mais trancher dans les moments difficiles. Mais si tu as des gens qui tiennent la route ici et qui ne sont pas méprisants, comme pouvait l'être Jacques-Henri Hérault, il me semble, voilà. C'était un mec très empathique, Jacques-Henri Hérault, très empathique, très proche des supporters, très proche des journalistes. Voilà, non, mais c'est ça. C'était un mec super. Mais c'est parce que c'est aussi un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Là, oui, mais il y en a eu d'autres. Moi, j'en ai plein d'autres sur Robert Louis Dreyfus, quand il met Marchand, par exemple. Marchand, il arrive, c'est intéressant, Marchand. C'est un homme complètement marketing. Il arrive, je vous rappelle. De chez Adidas.
Ouais, il y avait Courbis et Marchand, donc, qui vont arriver à se détester, presque à se tuer, hein, mais bon, en s'entretuer. Mais Marchand, qu'est-ce qu'il dit quand il arrive? L'équipe n'est pas une fin, c'est un moyen. C'est une erreur, mais fondamentale. Il n'y a qu'une chose qui peut donner les pleins pouvoirs à quelqu'un et comment dire, tout le crédit qu'il faut, c'est les résultats. Il ne faut pas se leurrer en foot. Il peut avoir tout l'argent du monde, si tu n'as pas les résultats, et des joueurs qui tu ne fais rien, tu ne construis rien. Voilà. Et c'est ce qu'a fait. C'est ce que faisait Robert Louis Dreyfus. Il a donné les clés à ce Marchand, qui était un type qui disait l'équipe est un moyen, mais n'importe quoi. L'équipe est l'objectif, c'est d'avoir une super équipe de foot. Après, tu peux envisager d'autres choses, mais sinon, comment tu recrutes, comment tu gères ton image. Enfin voilà, ça part de là. C'est le terrain qui prime. Pour moi, hein, j'ai toujours pensé ça. Pour ça que je n'ai jamais compris, par exemple, qu'on fasse partir Drogba. Pour moi, et pourtant, c'était pas Diouf, hein. C'était son agent, je vous rappelle, et après, voilà, il arrive, il fait partie de Drogba, il prend les Yundoula, excusez-moi. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 10 en foot pour dire qu'il n'y a pas. Pourquoi tu nous as rappelé ça? Arrête de nous rappeler des trucs comme ça, Hélène. Oui, non, je me rappelle parce que l'histoire, elle se répète. L'histoire, elle se répète. Ah ouais. David, qu'est-ce que tu en penses, David, de ce que vient de dire Hélène? Ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment l'équipe en fait qui va drainer la communication, le marketing derrière et le budget. On voit par exemple un bon exemple, c'est ce qu'a fait finalement nos meilleurs ennemis du PSG depuis des années en fait, et qu'ils ont commencé par constituer l'équipe. Ils ont mis tout ce qui est l'escabeau ou toute la construction marketing et communication autour, qui a permis d'augmenter au fur et à mesure les revenus et d'avoir maintenant un chiffre d'affaires assez énorme et un budget colossal. C'est pas que de l'argent qui est ingéré, mais c'est également pas mal de travail tout autour de l'équipe et des gens qui recrutent, quoi. Et donc, ils sont partis du sportif pour construire tout le modèle économique qu'il y a autour, quoi. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Hervé. Allô? Hervé. Ouais. Ah oui, ça a coupé. J'ai entendu V. Je me suis dit, ça a coupé, tu as parlé de moi. Oui. Hervé. Hervé, oui, toi, tu es en phase également avec cette philosophie, à savoir mettre tout en œuvre pour l'équipe et non pas l'inverse, et non pas que l'équipe mette tout en œuvre pour le marketing et pour le ruissellement du business plan ensuite du club. On est d'accord? Mais tout à fait. Je pense que la cancel culture, elle a touché même le football. C'est comme quand on te dit il faut supporter les joueurs tout le temps, même quand ils sont bidons et tout. Non, je suis désolé. Un joueur de ballon est professionnel, il doit se dépasser dans son travail. Tu nous donnes le maximum, qui perde, qui gagne, c'est une chose. Mais quand tu as une équipe d'escrocs comme on a eu ces dernières années, là, ce qu'elle disait Hélène, qu'elle ne prenait aucun plaisir, il faut être impitoyable. On est impitoyable dans le sens où on va parler, on a touché physiquement, mais on ne doit pas excuser. En fin de compte, c'est une culture. On a inversé plein de valeurs dans le sport. Et j'en reviens sur les journalistes. Moi, ce que je pense aussi en tant que lecteur, parce que j'ai toujours été vorace, je me dis, en cassant la relation que vous aviez, vous, avec les joueurs très proches, de proximité, c'est comme si nous avions éloignés après, nous, des joueurs, quelque part. Et ça, moi, je l'ai senti comme ça. C'est assez pisé. Tu n'as plus de trucs délirants, tu n'as plus de spontanéité. C'est chiant une conférence de presse maintenant. Qu'on aime ou n'aime pas, je préfère une conférence de presse avec Antonetti, l'autre fou qui est à Strasbourg, l'entraîneur, Loré. Mais au moins, je me dis, bon, moi, je vais voir un truc, quoi. Galtier est très fin et très fort aussi, Galtier, dans ce qu'il fait. Galtier, bien sûr. Voilà. On l'a vu. Mais il y en a très peu. Voilà. Ouais. Et les joueurs, alors par contre, n'en parlons plus, ils sont tous linéaires maintenant, c'est très rare qu'il y ait des sorties. Et ça, c'est vrai que je l'ai vécu, je me rappelle quand Hélène, elle allait à Lumini, que vous faisiez, vous étiez au bord du terrain, que nous, on était spectateurs, on était sur un muret, on avait Carlos Moser, on avait Beckenbauer à 2 mètres. C'était surréaliste quand on dirait ça aux jeunes qui supportent l'OM. C'est pas possible. Mais c'était ça, le football. J'ai amené Moser signer des autographes à Port-de-Bouc sur un terrain, tu vois, sur le dit maintenant. C'est n'importe quoi. J'avais mission dans ce petit club de mener Moser. Il est venu avec moi. On a passé l'après-midi. Une autre fois, c'était Robert Pires. Je veux dire, on était dans l'avion avec eux, mais on ne peut même pas s'imaginer.
Je veux dire, Ah ouais. à Ajaccio, ils refusaient de me faire rentrer. C'est Bernès et Gilly qui sont venus me chercher. Mais, mais vous voyez faire ça aujourd'hui, mais jamais de la vie. Ah Mais non, jamais de maintenant, la vie. c'est. Moi, Mais j'ai on avait, l'impression. on avait les plus grands Ouais. de joueurs, faut pas se leurrer aussi. Ah, On essaie de nous faire croire qu'ils sont tous là au top niveau, mais nous, on a eu les plus grands joueurs de l'époque. Je vous rappelle, 91, c'était sans doute l'une des meilleures la meilleure équipes équipe du que j'ai monde. jamais vues. Mais on Ah parlait oui. football aussi, faut pas se leurrer. Moi, je parle, moi, ce que j'aime, c'est le football. Donc, si je parle comme j'aimais parler avec Bielsa, qui me répondait. Bielsa, il regardait jamais personne, mais dans les conférences de presse, Bielsa, il m'a toujours répondu parce que je lui ai toujours parlé football. Donc, c'est ça que Goethals, quand il nous faisait ces petits gris-gris là Ah, mais la salière. c'est tous ces trucs, mais c'était ça qui nous plaisait. Et bien sûr que tu as raison, ils vous éloignent, ils ont éloigné les journalistes, ils ont éloigné les supporters. Moi, je donne pas C'est ça. blanc-seing aux supporters parce que il y a eu des groupes avec qui ça a été très dur parce que j'étais à l'équipe, rappelons-le quand même, etc., Ouais. etc. Mais c'est vrai que depuis, c'est leur enlever toute, comment dire, toute possibilité. Moi, je dis pas d'intervenir. Je cautionne pas le fait qu'ils frappent ou qu'ils, c'est pas du Non, tout non, mais ça. c'est. Mais qu'il y ait une relation. Si on dit Marseille est un club mythique, si Marseille est un club où il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées, c'est parce qu'il y avait aussi cette ferveur autour de l'équipe et donc des gens complètement impliqués. On peut très bien parler foot et OM avec la boulangère du coin ou C'est ça. l'infirmier dans sa area. Donc c'est ça qui fait Marseille ou dans son club ou dans l'immeuble de Félix Piat et dans le 9e à la Pointe-Rouge. Tout à fait, Bref. tout à fait, Donc Hélène. c'est ça qui fait Marseille. Mais si on oublie ça, on oublie tout. On oublie tout. Ah oui, Exactement, Hélène. C'est là où je voulais. l'objectif de vendre des maillots, c'est sûr que c'est pas les maillots, c'est après. Nous, à l'époque, les maillots, on en portait très très peu des joueurs de l'OM, mais on avait le cœur qui était vraiment bleu et blanc. Maintenant, Ben oui. c'est le marketing, c'est de te vendre le maillot, quoi. Et puis, tu le vois aussi, je suis désolée, je suis un peu bavarde, mais tu le vois aussi parce qu'on se souvient, là, il y a eu toute une série sur les anciens de l'équipe de Marc Pascal, Caminetti, les Minots. Et on se souvient tous de cette équipe, quand même. Putain, parce qu'il y a Quel le foot, ce qui plaît. Pourquoi c'est un sport universel? C'est parce que ça s'adresse au cœur, ça s'adresse on n'est pas obligé de connaître le foot dans tous ces trucs techniques comme certains sports. On voit qu'il y a quelque chose qui est universel, qui se transmet, les émotions. On les a aussi vécues parce que quand on joue au foot, tous, on a vécu des émotions de victoire et de défaite et on peut se projeter. Et ça, c'est super important aussi. Donc, vraiment, tout le reste, c'est dévoyer le foot, quoi, voilà. En fait, Hélène, ce dont on parle là depuis 2-3 minutes, c'est tout simplement d'identité. Et si Voilà. on arrive au club, alors après on va écouter Pierre Dantem qui nous disait des choses très très intéressantes par rapport justement à l'identité et qui est fondamentale quand on veut construire une histoire avec le club. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que pour revenir à McCourt, il arrive, il en capte que dalle au foot, on le sait, d'accord. En plus, il n'a pas du tout la culture soccer, enfin. C'est vrai. Il vient des États-Unis, etc., etc. La problématique, comme le dit Jean-Pierre Bernès, on va l'écouter juste après, c'est que si vous avez un actionnaire qui est loin, il faut qu'il sache s'entourer. Mais s'il ne sait pas s'entourer, comment fait-il pour savoir si la personne qui va mettre un président délégué, en l'occurrence, c'était Jacques-Henri Hérault, comment fait-il pour savoir s'il est compétent? C'est ça aussi la difficulté. Bien sûr. Ouais, mais ça, c'était un sujet que j'ai beaucoup évoqué dans plein de lives. Je n'ai jamais compris pourquoi il n'a pas mis quelqu'un de sa garde rapprochée, un neveu, un fils, pour lui faire des rapports. Il vivra à Marseille tous les jours, de lui prendre une villa et qu'il aille sentir les odeurs de là-bas. Après, il a fait un truc très américain. Il a vu Hérault à Harvard. Bon, après, on s'est rendu compte que c'est pas le vrai Harvard. Il est allé faire une école privée à Harvard. Mais il a fait Disney et ainsi de suite. Et les Américains sont très CV, tu vois. Donc, il s'est dit, lui, je tiens Cador. Il a fait Disney, il a fait Harvard, donc c'est un bon. Il m'a amené l'affaire. En plus, il faut pas oublier que c'est lui qui a amené l'affaire avec Kyo. Donc, c'est dit bingo. Il a été très naïf sur ce point-là, mais moi, je lui ai toujours reproché ça. C'est de ne pas avoir mis une personne de son staff américain à domicile et tout le temps ici pour lui faire des rapports. Parce qu'à un moment donné, il y avait des débandades complètes. On a assisté, même avant le clash de cette année, il y a eu des phases, c'était du grand n'importe quoi. On a tous eu honte, à un moment donné ou à un autre, de son attitude. Mais ça, je pense que c'était sa perte. Mais après, je me suis replongé, vous savez, dans l'histoire des Dodgers là, depuis quelques jours.
Il les a torturés, les supporters des Dodgers. Vous voyez, j'allais sur des sites parce que j'adore le baseball, moi je suis des Yankees, et il les a torturés. Et il s'est fait foutre dehors de la franchise, parce qu'aux États-Unis, c'est le système de franchise, et les autres propriétaires, si tu n'es pas bien, ils peuvent te foutre dehors. Ils l'ont poussé avant. Autrement, il serait peut-être encore en train de les torturer. Je veux dire, il est bizarre dans son management, le monsieur. Ouais. Et ça reste un mystère parce qu'on sait très bien que les Américains, ils n'aiment pas perdre de l'argent. C'est ça qui est le plus étrange. Oui, mais ils peuvent penser que, si tu veux, ils peuvent gérer un club comme une entreprise, ce qui n'est pas le cas. C'est ça le problème. Alors, c'est intéressant parce que tu es exactement en raccord avec ce que nous dit Jean-Pierre Bernès. On va écouter Jean-Pierre Bernès, dirigeant de l'Olympique de Marseille dans les années 80-90, sous l'ère Tapie. Small, tu nous lances le son et on revient dans 7-8 minutes et on en discute. Je pense que c'est pas forcément une anomalie. Par exemple, il y a des actionnaires de grands clubs, par exemple à Liverpool, il n'est pas en Angleterre non plus. Le problème, c'est quand vous avez un actionnaire qui est loin, la problématique, c'est de s'entourer, quoi, de s'entourer. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui sont sur place soient à la hauteur de ce que vous êtes en train de faire, quoi. Voilà, le problème, vous savez, d'acheter un club, c'est très facile d'acheter un club. Si vous avez l'argent, vous faites un chèque et vous rachetez le club. Le problème, c'est pas racheter le club. Le problème, c'est de le construire. C'est de faire une architecture du club. Et c'est là où la difficulté, elle arrive. Parce que si vous êtes actionnaire et que vous connaissez rien au football, ce qui est souvent le cas, vous prenez des gens, mais vous savez pas, si vous n'êtes pas du métier, vous savez pas si c'est des gens que vous mettez en place, ce sont des gens compétents ou pas. Donc, acheter un club, il y a des actionnaires français, il y en a pratiquement plus, à part à Rennes avec Pinot et Aulas à Lyon. Après, beaucoup dans les grands clubs, c'est des actionnaires étrangers. Mais après, donc ils sont très loin et il faut que vous soyez bien représentés. La difficulté d'un club, c'est pas de la racheter, c'est de le construire, de s'entourer. Et souvent, c'est des désastres. Voilà, c'est des désastres parce que c'est pas des gens de mauvaise volonté, c'est pas des gens malhonnêtes, mais c'est des gens qui connaissent pas le football. Et pour gérer un club de football, il faut connaître le football. Parce que si vous connaissez pas le football, vous allez à la catastrophe. Pour gérer un club, il faut avoir une crédibilité. Il faut avoir une crédibilité. Parce que si vous parlez aux joueurs et que vous n'avez pas de crédibilité, vous pouvez pas vous en sortir. C'est impossible. Parce que les joueurs vous prennent pas au sérieux. Et donc, vous parlez dans le vide. Par contre, si vous avez une crédibilité et que les joueurs savent qui vous êtes, ce que vous avez fait dans la vie, dans le foot, et que quand vous parlez, c'est pas pour parler dans le vide. Il y a déjà, il faut avoir une certaine autorité. Vous voyez, dans le club, les joueurs, il faut les tenir. Il faut pas, les patrons d'un club, ce sont pas les joueurs. Les patrons d'un club, ce sont les dirigeants. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de grands clubs sans grands dirigeants. C'est impossible. Impossible. Et si vous n'avez pas de grands dirigeants, vous pouvez pas avoir un club qui tienne à la route. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a les entourages des joueurs, il y a il y a là, il y a les médias, il faut avoir un pouvoir fort. Voilà, on n'est pas là pour être les copains des joueurs ou les copains. Il n'y a pas de copinage. Il faut être bien, il faut avoir des bonnes relations, mais il faut avoir une certaine autorité, une discipline, une rigueur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dans le football, un peu partout, c'est un peu l'autogestion. Ils font un peu ce qu'ils veulent, ils décident de ce qu'ils veulent. Non, ça n'existe pas, ça. Que ça. Hélène, on pourrait rester des heures. Il y a tellement de choses à évoquer, tellement de sujets, de débats, d'anecdotes, de souvenirs. Oui, je reviendrai si vous m'invitez. Tu reviendras. Juste un petit mot, Hélène, sur ton activité, ta reconversion. Tu peux nous en dire un petit peu. En fait, je retrouvais un métier dont j'avais le diplôme. Je suis psychologue clinicienne, psychanalyste. Donc là, j'ai quand même une activité thérapie classique pour les gens en souffrance. Et Dieu sait si avec cette période, il y en a. Et les jeunes, notamment, j'ai beaucoup de jeunes. Mais j'ai fait aussi un DU. J'ai fait deux choses. J'ai fait un DU... préparation mentale du sportif, on peut dire, du coaching mental, pour essayer justement d'articuler, de voir comment les sportifs, par exemple dans cette période aussi où ils n'ont pas pu s'entraîner, où ils n'ont plus d'objectifs, etc., les aider à passer des caps.
Et puis, j'ai fait un CU donc au coaching avec Pierre Dantin, justement. Et les sportifs de très haut niveau, c'est comment on rebondit après un cancer. Donc, c'est un CU qu'on a fait à l'IPC avec l'association Rebond, dont Pierre vous a certainement parlé. Et parce que je sais que ça lui tient vraiment à cœur. Et on a pu quand même voir comment, avec les outils des sportifs de haut niveau, puisqu'on a pu... Bon, moi, ce que je connaissais évidemment des équipes, mais on a pu aussi travailler avec les grands entraîneurs que sont Onesta, Collet, Vincent Collet, Barnier aussi, non? Barnier, on en a vu plein, et des entraîneurs de rugby, du Loup. Enfin bref, on en a vu plein. Et vraiment, c'était super intéressant, et comment aider les gens à rebondir après cette épreuve terrible qu'est le cancer et la greffe de moelle osseuse, puisqu'il s'agissait essentiellement pour l'instant de gens qui étaient en hémato, oncologie, de rebondir. Voilà, donc avec tous ces outils, moi je reste dans la relation, parce que j'ai fait mon métier aussi, le premier journaliste, parce que j'étais dans la relation humaine et la relation, et maintenant je le fais un peu différemment, évidemment, avec voilà, beaucoup de cœur, et en restant passionné par ce que je fais. Voilà, merci de m'avoir invité. En tout cas, c'était super. Ça m'a fait très plaisir de reparler de l'OM de cette époque. Et je suis sûre que vous allez continuer avec beaucoup d'efficacité, de compétences sur l'époque actuelle. J'en suis sûre. Merci beaucoup, Hélène. Merci à vous. Au revoir, bonne soirée. Merci, Hélène. On t'embrasse. Grand merci. Au revoir, Hélène. Bientôt, la bise à Michel. Merci. Allez, voilà, Hélène Foxonnet, un quart de siècle correspondante de l'équipe à Marseille, à la commanderie. Elle a tout vécu, hein, les années Tapi, les années Dreyfus, jusqu'à Bielsa, hein, quasiment. Le drame de Furiani aussi. Et le drame de Furiani également. Mais bon, on pourrait, Bruno, on pourrait faire une émission à part entière, entièrement consacrée à ces anciens journalistes avec Dominique Rousseau, Mario Albano. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais voilà, on réserve ça pour les prochaines fois. On en a sous la pédale. Il est 18h. Vous êtes sur SportMed. On est actuellement plus de 5000. On est en direct sur SportMed. C'est comme un seul homme, l'émission consacrée à l'Olympique de Marseille. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne Twitch. Vous pouvez pas, vous devez vous abonner à notre chaîne Twitch, hein, sous peine de restrictions. Small, tu nous donneras les punitions en privé tout à l'heure, et puis on fera passer à tous ceux qui ne se sont pas abonnés. Ils seront flagellés sur la place publique avec des orties. Voilà, donc Twitch, vous pouvez vous sub, évidemment, nous suivre un peu partout, hein, avec nos comptes des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Important parce que YouTube, vous avez des suppléments, des capsules et des bonus que vous n'aurez pas sur Twitch, en replay notamment. Donc les replays notamment sont sur YouTube également, oui. Et donc voilà, n'oubliez pas, pour rester connecté avec SportMed, vous pouvez réagir à l'émission avec le hashtag SportMed. Il est 18h05, on continue. Moi, ce que je note, c'est que, ok, je veux bien qu'on me dise, il est important d'être bien représenté, comme le dit Jean-Pierre Bernès, un trio solide, des personnes, quand vous êtes loin du club, sur qui vous puissiez vous appuyer. Ok, donc aujourd'hui, si je comprends bien, l'art de savoir déléguer, hein, c'est important. Si je comprends bien, Franck McCourt aurait donc jeté son dévolu sur une personne pour le moins inattendue à ce poste, qui est Pablo Longoria. Pablo Longoria, donc je pose la question, hein, on continue, on déroule le fil de notre émission. Peut-il être Pablo Longoria, cet homme fort? Est-ce qu'il a les épaules? Est-ce qu'il a l'envergure pour représenter l'Olympique de Marseille en tant que président auprès des institutions, auprès de tout ce que ça représente, ce poste ô combien important de président de l'Olympique de Marseille. Alors, David d'abord, et ensuite j'aimerais entendre Hervé à ce sujet. Ouais, juste un aparté sur Hélène. J'étais quand même très content, je pense un peu les auditeurs aussi, d'avoir entendu un journaliste qui a suivi l'OM avec passion et passion du foot et de l'OM. Ça fait toujours plaisir et ça fait toujours du bien aujourd'hui où c'est un peu plus formaté, je trouve. Sur Longoria, c'est un passionné de foot aussi, et ça c'est bien. Ça nous change de Jacques-Henri, qui n'aimait pas plus que ça, a priori, le foot.
Donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui aime le foot, quelqu'un qui a l'air de connaître le foot. Où j'ai plus de doutes, effectivement, c'est sur la partie institutionnelle et la partie vraiment administrative du job. Pour moi, c'est plus quelqu'un qui a plus un rôle dans la formation, dans la direction sportive. Et encore, la direction sportive, pour lui, c'est nouveau, hein. Il ne l'était pas avant. Il était plus dans la détection de jeunes. Et du coup, j'ai beaucoup de doutes sur toute cette partie administrative et j'ai beaucoup de mal à le voir avec des vieux barons au niveau des instances de la Ligue lors de meetings avec des Olas ou ce genre de personnes, où ça va être compliqué pour lui d'échanger sur ce type de relation. Il y a Paul qui me dit en régie, excuse-moi, depuis tes menaces de flagellation, on a eu plus 4 followers, donc ça fonctionne. Vas-y, continue. Il va promettre de punition bientôt. Des menaces que je ne pourrais absolument pas mettre à exécution, vous vous en doutez bien, mais c'est pas grave, ça a l'air de fonctionner. Donc, continuez à vous follower. Pardon, David. Hervé, concernant Pablo Longoria, pas la flagellation, Hervé, hein, Pablo Longoria, qu'est-ce que vous nous dire dessus? On a dit qu'on ne parlait pas sexualité, c'était pas le droit. C'est trop tôt là. D'habitude on peut, vers 11h on peut, mais là c'est trop tôt aujourd'hui. On fera une émission de sévices, mais plus tard. C'est ça. Sévices et ceviche. Alors donc, dis-moi. Et Pablo, du coup, il a oublié la question. Est-ce qu'il a les épaules, Pablo? Est-ce qu'il a les épaules pour toi, pour être le président et le porte-parole, en fait, le porteur du projet de Franck McCourt, hein. Si tant est, on l'a dit, hein, si tant est qu'il n'y ait pas de vente, etc. On la met de côté pour cette émission. Ok, on fait comme si. Alors, il n'y a pas de vente. Moi, ce que je vais te dire, point fort, point faible. Point fort, vraiment, il sent le football. Tu sens qu'il est passionné. C'est pas du chiquet. Son corporel a parlé pour lui lors du penalty de Munich et on a eu d'autres phases. Je pense qu'il sent le football, il comprend le football et ça nous rapproche de lui, nous en tant que supporters. Donc je pense qu'il a une très bonne capital sympathie. Tout ce qu'il a fait en com avec Simana Pangol, là, tu te rappelles cette interview là, elle était super. Je pense que vraiment à ce niveau-là, celui, point faible, la carrure d'être président de l'Olympique de Marseille, c'est pas donné à tout le monde. J'ai fait la remarque à un ami, je t'en ai parlé un peu en off, on va pas donner le nom de l'ami, mais j'ai fait la remarque à un ami qu'il a rencontré lors d'une journée, là, il va rencontrer les clubs, là, il y a à peu près 15 jours, à peu près. Et il me dit, ouais, j'ai dit, tu as fait une belle photo, Longoria. Il me dit, ouais, il me dit, tu as vu et tout. Je dis, ouais, elle est super. Par contre, il n'y a pas un problème sur la photo. Il me dit, non, quoi. Il me dit, mais si c'était tapis ou Diouf ou même d'acier, est-ce que tu l'aurais pris par l'épaule pour prendre la photo? Et là, il a bugué. Donc, je veux dire, je ne sais pas si lui s'installe vraiment dans le costume de président ou s'il est destiné vraiment à être ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était une situation d'urgence quand même avec ce qui s'est passé après le fiasco Hérault. Est-ce qu'il n'a pas été super sub, on va dire? Mais il a fait le job pour l'instant. Les joueurs ont l'air de le respecter. Donc, je pense que ça peut le faire. Si je me mets hors vente, je me dis, on a connu beaucoup plus mauvais en président et je la sens mieux quand même, cette histoire. Voilà. Il lui manque une facette, hein, c'est ce qu'on peut en déduire, hein, c'est-à-dire que toute la partie sportive, connaissance du terrain, des joueurs, évidemment, cette partie-là, on peut pas lui reprocher d'avoir des failles. En revanche, en ce qui concerne, et je vais aller dans ton sens, en ce qui concerne la représentativité, le charisme et la force que peut dégager. Téléphone là. Au téléphone des années 60. Oui. Oui, en revanche. Non, on dirait d'Eric. Téléphone. Pablo qui n'est pas d'accord avec notre analyse. En revanche, en ce qui concerne, oui, effectivement, ce charisme et cette aura que. Bon, moi, j'étais hier justement au rendez-vous là, de la. rencontre là, avec les clubs, là, je ne sais pas comment ils appellent ça. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est une sorte de. Ils viennent fêter un peu leur anniversaire. Next Gen, c'était le concept. Voilà, Next Gen, ils fêtent l'anniversaire. Voilà. Donc, ils fêtent l'anniversaire de leur partenariat, hein, il y a 4 ans, avec, en l'occurrence, l'AS Mazargues. J'étais là-bas. On voit les images d'ailleurs à l'écran. Alors, il est adoré et il est adorable en vérité. C'est le copain avec qui on a envie de faire des photos, faire des selfies, signer des autographes. Il se donne volontiers. Comme ça, il discute avec tout le monde, il a toujours le sourire.
Mais j'ai l'impression, effectivement, Hervé, qu'on le prend un peu trop facilement par les épaules. Et moi, je l'ai vu, j'ai un peu observé, effectivement, cette gestuelle, hein, le langage du corps, ça ne trompe pas. Ah, On la se PNL, c'est mon le, dada, hein, et je on dis se à le ce passe niveau-là un comme peu tout. de main en main comme un Voilà. doudou. Et ça, c'est vrai que ça m'a un peu dérangé, non, parce que, bon, personnellement, ça ne me dérange pas, mais ça m'a un peu interpellé. Et c'est vrai Voilà. que je l'ai vu faire avec les politiques, puisqu'il y avait des politiques également Ouais. à cette fête. Et c'était assez étrange de m'imaginer que cette personne-là, qui pour moi était plus un VRP de la communication de l'Olympique de Marseille, était le gars qui avait le costume de Bernard Tapie ou de Pape Diouf. Ça m'a fait, réellement, ça m'a fait quelque chose de le voir comme ça évoluer en live. Et au cours de cette journée de 2-3 heures, ça m'a fait bizarre. Voilà, je peux le dire. Et c'est pas pour ça que le gars n'est pas compétent par ailleurs, hein. Ah non, mais Mais moi, c'est je vrai que pense que c'est une pépite, moi, hein, attention. Après, tu vois, des fois, tu peux être un très bon premier, il te faut aussi des très bons seconds. Des fois, tu peux être bon dans un secteur qui est parallèle à un autre, dans un même environnement, mais tu n'as pas, tu as pas le truc, tu vois, qui a pas le truc qui te permet de passer le cadre. Et ce que tu viens d'évoquer, je crois que c'est David qui parlait des réunions de la Ligue ou autre chose. Quand il y a tous ces requins en face de toi, là, ces barons, là, faut envoyer du pâté, là, hein. Tu vois ce que je veux dire? Faut faire le oui, méchant. bien sûr. Bon, Bien il sûr. nous a fait le Kaiser Soze, là, sur une image, je me rappelle, qui tourne à la MM, là, où tu le vois souriant et tu le vois avec le visage fermé. Attention, c'est pas beau Escobar aussi après, hein. Tu vois, il Bruno, se transforme. Bruno, qu'est-ce que tu voulais? Plombo, comment c'est déjà l'expression, là? Le plomb ou je sais pas quoi, là. Il se transforme, hein. Il son côté sud-américain qui sort, enfin, espagnol sud-américain, et d'un coup, tu sais, il dit juste un truc, fait un geste, on ne sait pas. Après, tu sais, il y a des gens qui sont très volubiles, des fois, dans le public, et après, c'est un peu plus dur. On ne le connaît pas vraiment. Mais moi, par contre, je suis rassuré que tu la feras pas l'envers sur des joueurs. Ils sentent ça. Voilà. Non, Déjà, ça là-dessus, me non. rassure. Là-dessus, non. Comme Bruno, Diouf, tu vois. Bruno, tu voulais réagir. Deux choses là sur Longoria et sur ce que disait Bernès et ce qu'on disait tout à l'heure. Donc pour moi, l'erreur initiale de ce projet McCourt, c'est le directeur sportif. C'est qu'il a manqué un grand directeur sportif dès le départ. Il a manqué que le directeur sportif arrive avant l'entraîneur Rudi Garcia, qui du coup en a profité et a complètement pris le pouvoir, notamment vis-à-vis des héros et tout. Donc, et tout ça pour revenir sur Longoria. C'est vrai que moi, je le considère plus et je le vois plus comme un directeur sportif. Alors, il peut être, on dirait qu'il connaît quand même le ballon sur certains de ses premiers choix. Bon, c'est vrai qu'il a plus ce rôle de directeur sportif que de président comme en ce moment. Alors, peut-être qu'on va savoir d'ici peu que finalement, il redeviendra directeur sportif pour ça. Après, juste, je voulais insister sur une chose, c'est qu'il a 34 ans, hein, vous me le confirmez. Donc, dans son attitude, on a souvent critiqué Hérault ou d'autres qui n'étaient pas assez volubile ou pas assez chaleureux. Bon, moi, je préfère qu'on puisse le prendre par les épaules, même un peu trop, que certains, on n'avait même pas envie de leur serrer la main. De toute façon, ils ne tendaient même pas la main, donc je préfère ça. Et puis, après, peut-être que du coup, alors on verra peut-être d'ici quelques temps comment il est arrivé là, mais 34 ans, si c'est vraiment un phénomène, bon, il faut lui accorder ça, c'est qu'à 34 ans, on est encore assez jeune, donc on peut avoir des attitudes encore pas tout à fait sûres dans certains moments, mais si c'est un phénomène, et espérons-le pour l'OM et pour tous les supporters, il a de belles années devant lui et donc ça peut un peu expliquer, traduire un peu ce qu'il est, voilà, son départ, certaines attitudes, voilà. Mais bon, en Italie, on dirait qu'il a quand même été toujours bien jugé. Bien, il a quand même une image qui est très forte, qui est assez bonne dans le football. Donc, à son âge, si c'est vraiment un gars qui est très fort, il peut faire une belle carrière à seulement 34 ans aujourd'hui, quoi. Voilà. Oui, mais Bruno, moi je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit. Tu Ouais. dis, pour moi, c'est plus un directeur sportif. Si je Oui. m'en tiens à la définition de directeur sportif de Jean-Pierre Bernès, qui me convient d'ailleurs très très bien. Le directeur sportif, c'est la pierre angulaire d'un projet. Et un directeur sportif n'est pas là seulement pour vendre et acheter des joueurs. Et vous avez entendu la définition de Jean-Pierre Bernès. Un directeur sportif, c'est celui qui fait un peu le sale boulot. Et ben moi, je ne l'imagine pas. Alors, acheter et vendre des joueurs, ok. La connaissance, encore une fois, de tout ce qui est la partie mercato, ok, pas de problème. Un super scout, ok. Mais je ne l'imagine pas
alors peut-être que je me trompe, que c'est un préjugé, hein. Je demande qu'à être, comment dire, qu'à être Contredit. démenti, Ouais. contredit, démenti, mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui saura se faire respecter quand il va avoir des fortes têtes, des forts caractères à gérer Bon. dans un groupe ou des conflits. Voilà, c'est Pour mettre la pression, comme nous disait voilà. Bernès, C'est certains entraînements quand Tapi n'était pas là, c'était souvent, et quand Bernès arrivait à la commanderie, les joueurs le voyaient, du coup ils mettaient plus le pied. Oui, c'est ça que voilà, tu signifies. pour moi, c'est ça qui va manquer. Surtout à l'Olympique de Marseille, dans un club comme l'Olympique de Marseille. David, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, alors Carbo, toujours pas, hein, je sais pas, Carbo, on n'arrive pas à l'avoir. Bon, ça sera partie remise. David, qu'est-ce que tu en penses, toi, concernant cet aspect un peu, voilà, cette carte un peu autoritaire qu'un directeur sportif et un président doit avoir dans sa manche? Est-ce que tu penses qu'il peut avoir ce rôle-là au sein du club? Ouais, c'est difficile à savoir parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Gilles, en public, il fait gentil et tout le monde a envie de le serrer dans les bras, c'est un peu le cas d'ailleurs. Mais en privé, on a vu qu'il y a eu quand même la gestion de André Villas-Boas, qui est pas un premier arrivé non plus, hein, on a vu lors des conférences et tout, on sent quand même qu'il maîtrise pas mal les choses en interne. C'est-à-dire qu'en interne, j'ai l'impression que ça rigole moins et qu'il a cette sévérité ou je sais pas, cette présence en tout cas. Et du coup, c'est difficile à imaginer qu'il soit à ce rôle, à ce poste-là, s'il n'a pas quand même un peu de maîtrise et qu'il ne soit pas juste le gentil garçon comme on voit dehors. Donc je pense qu'il a quand même su gravir les échelons ici et là. Donc je pense qu'il doit quand même savoir maîtriser un peu la com et le management, en tout cas en interne. Mais pas en public, il n'a pas cette relation. En tout cas, ça ne ressort pas de lui. Eddy qui nous a rejoint. Eddy, l'un des piliers. Salut Eddy. Une des 5 colonnes de SportMed. Salut les amis. Salut Eddy. Oui, très bien, merci. Comment ça va, Eddy? Ça va? Alors, je vous ai rejoint un peu en cours d'émission et je voyais un peu dans le chat, là, ça parlait de Pablo Longoria. Je voulais réagir sur un élément de sa fonction. À un moment, moi, je comprenais pas trop le fait de mettre Pablo Longoria à la présidence et de vouloir communiquer sur le fait que Hérault ait été parti. On s'aperçoit que aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de relation institutionnelle entre Pablo Longoria et des personnes à la Ligue, à la FFF et autour du gendarme financier du football, tout simplement parce que ce rôle-là n'est pas calibré pour lui et que je pense que l'actionnaire actuel a décidé, devant cette contrainte-là, de laisser notre ami Jacques-Henri Hérault dans des fonctions plus institutionnelles. Il est important de préciser que l'OM a un bureau à Paris, dans le 16e, une antenne de représentation où il y a des personnes qui travaillent sur des sujets et où Jacques-Henri Hérault se rend régulièrement, de sources très très sûres, et également se rend régulièrement dans les bureaux de la Ligue. Il était d'ailleurs du conseil pas de surveillance, mais du conseil de commission hier pour le vote du passage de la Ligue 1 à 18 clubs, et il est très 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 actif, d'après les éléments qu'on a, sur le dossier des droits TV, pour ne pas que l'OM soit lésé sur la répartition, sur la clé de répartition par rapport à la notoriété. Donc ça, c'est les éléments qu'on peut apporter sur Longoria. Mon avis personnel, c'est que c'est un très bon scout, vous l'avez très bien dit, mais qu'il n'a pas les épaules pour la présidence d'un club aussi difficile et aussi instable, malheureusement, que l'Olympique de Marseille. Bon, l'avenir nous le dira. Attention, il est jeune et il peut apprendre aussi en termes de management, en termes voilà, de tout ce qui fait, tout ce que doit avoir dans sa palette un président et particulièrement un président de l'Olympique de Marseille. Hervé, est-ce que toi, tu penses que il peut... Alors Hervé, oui, Hervé, et je croyais que tu étais parti. Est-ce que tu penses qu'il y a une marge de progression? Est-ce qu'il peut devenir ce président complet qui pourra nous porter le projet, qu'il soit de ma courte ou de notre, dans les mois à venir et nous emmener avec lui dans sa traîne, dans son dynamisme, dans son élan pour reconquérir les sommets? Ben, je vais partir de le passé, hein, parce que c'est avec ça qu'on construit l'avenir. Diouf était un grand agent. Il est embauché pour être directeur sportif de l'OM et en fin de compte, par une mascarade, comme on est très fort à l'Olympique de Marseille,
c'est une mascarade. Ce que j'explique, c'est que quand notre club il prend un feu, il s'est retrouvé président. Une fois que, comme il s'appelait Boucher, était viré. Et ça a été un des plus grands présidents de l'OM. Donc, tout est possible. Ce club est fou. Ce club est génial. Ce club te permet d'avoir des histoires complètement alambiquées. Et c'est possible. C'est possible. Après, c'est sûr que tous, on le sent plus, nous, à notre humble niveau. Pratiquement, on ressenti le truc, on le voit plus en tant qu'organisateur, directeur sportif, celui qui a la vision globale de ce que doit être le club sportivement, que président. Mais après, on ne le connaît pas vraiment dans le privé. Moi, j'avais un copain qui était un peu, pas psychopathe, on va dire, mais je ne vais pas dire qu'il est psychopathe, mais il était très jovial en public. Et après, quand il parlait affaires, mais il faisait peur. Tu vois ce que je veux dire? Il n'était pas là pour rigoler. Donc peut-être que c'est un personnage dans le privé, dans les affaires, il change complètement de braquet. Hein. On ne le sait pas, ça. Malheureusement, on ne le connaît pas assez. Donc moi, mais par contre, je fais confiance au personnage et à la personne, je la sens. Enfin, moi, je fais confiance à mon instinct. Un peu de la bouteille, je lui fais confiance, dans tous les points de vue. Voilà. Ouais, on lui fait confiance, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. On va lui accorder le bénéfice. Non, attention, non, ne dis pas ça. Moi, je t'ai dit, le premier jour où j'ai vu Héros, j'étais avec un ami à lui que tu connais, j'ai dit, il y a un problème là. Il me regarde, il me dit comment? Les baskets. Il me dit comment? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, président de l'OM en basket. C'est chaud quand même. Ouais, mais voilà. Hervé, hier, il était en basket, hein. Il est venu sur le... Pablo? Oui. En présidentiel? Moi, ce que j'ai vu, c'est que non, Pablo... hier. Non, je parle pas en présidentiel. Ah non, mais ça, c'est une chose. Je te parle, moi, je l'ai vu en présidentiel Héros. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu Pablo qui est devenu président, le lendemain, il était en costume dans les médias. Ouais. Voilà. Tu vois, il y avait quand même un truc de la stature. Après, tu as le droit d'être à la détente, là, tu vois, un truc. Je te parle, moi, en présidentiel, tu le... Enfin, bon, moi, je pense qu'il faut avoir une stature quand tu es président olympique de Marseille. C'est mieux que maire de Marseille d'être président de l'OM, tu vois. Justement, la question, Hervé, le club a besoin de leadership. Il a besoin d'investissement et de leadership. Tu sais de qui elle est, cette phrase? Elle est de Pierre Dantin. On va l'écouter. Et est-ce que Pablo Longoria... Je vais vous laisser, par contre. Excusez-moi, je vais juste vous dire au revoir. Oui, j'ai l'anniversaire de mon neveu. Et ok, Hervé, on t'embrasse. Voilà, donc je vous embrasse fort à tous. Allez, salut Hervé, merci. On t'embrasse. C'est toujours un plaisir. Je vous embrasse et bonne chance pour la suite. Allez, merci Hervé. Bon anniversaire à ton neveu. Ça sera fait. En plus, il est à moitié anglais, donc ce soir, je vais peaufiner mon anglais. On ne sait jamais s'il faut recruter un peu de lui s'il a des infos sur Cook et Aldridge au passage et tu nous refais. Du haut de ses 8 ans ou 9 ans, je vais demander s'il est au courant. Where is Brian? Where is McCoy? Where is Brian? Where is Frankie? On en reparlera d'Aldridge. On reparlera d'Aldridge tout à l'heure dans la partie mercato. Momo qui a des une petite info à ce sujet. Oui, donc le leadership, le club a besoin de leadership. La question c'est est-ce que Pablo peut être cette personne qui va endosser ce costume-là? L'avenir nous le dira. On va écouter Pierre Dantin, ce qu'il nous dit à ce sujet. On se retrouve après dans environ 5 minutes. Small, on lance Pierre Dantin. C'est parti. Jean-Michel Aulas, qui est un excellent président. J'étais le premier à chanter Jean-Michel Aulas, plein de choses rigolotes sur lui, mais c'est un grand président. Parce qu'il a réussi à avoir l'écosystème sans la perte d'identité et avec aussi la nécessité d'une modernité économique. Jacques Henry, en fait, a eu l'hubris. Je pense qu'il a cru qu'il allait réinventer une partie d'une histoire qu'il ne connaissait pas. Et je ne dis pas ça que par rapport au club. Je dis simplement ça aussi par rapport à ce que manager le sport veut dire. On ne manage pas le sport comme un autre secteur d'activité. Parce que quand on manage le sport, on manage des affects, des croyances, et le présupposé justement de propriété n'a pas valeur de gage. En entreprise, tu es propriétaire, tu as valeur de gage. Là, aujourd'hui, tes ayants droit, tes stakeholders, tes parties prenantes peuvent être plus forts que toi. En tout cas, plus forts que ta légitimité. Et donc, c'est un enjeu de leadership, de légitimité et de contrat social. Quiconque rachète l'Olympique de Marseille devra se préoccuper des 3 enjeux. Effectivement, la mandature précédente, là, a amené à presque éteindre la force du mythe. J'ai pas dit le tuer, hein. Éteindre, ça meurt jamais un mythe. Mais ça l'a éteint, c'est-à-dire ça a éteint son omniprésence et ça a éteint son omnipotence, c'est-à-dire sa capacité d'avoir plusieurs champs sociétaux et plusieurs approches qui nous permettent
à la fois de nous en régaler ou de nous faire simplement réagir. Mais il y a eu un transfert de leadership, c'est-à-dire que Franck McCourt, sur l'objet, n'a pas de leadership. Jacques-Henri Hérault n'en avait aucun. Sampaoli en a un. Donc maintenant, le délégué narcissique, le garant, celui qui doit donner des signaux de ce que peut être la saison prochaine, c'est rien d'autre que lui. Et c'est rien d'autre que le comportement de l'équipe avec lui. Parce qu'en fait, l'Olympique de Marseille, malgré le centre de formation, malgré les jeunes ou autres, c'est d'abord et avant tout l'équipe qu'on voit quasi bi-hebdomadairement dans le lieu de pèlerinage qui est le stade. C'est un pèlerinage laïque, mais ça n'est un. Le référentiel de l'Olympique de Marseille, c'est comment réinventer la victoire en Champions League. Et c'est un sacré chemin. Vouloir ressembler au PSG, qui que ce soit qui injecte des milliards, aujourd'hui, ça va nécessiter du temps. Par contre, il faut avoir confiance dans le chemin, et donc l'espoir. Donc l'enjeu, c'est pas un enjeu d'investissement, l'enjeu, c'est un enjeu de management. Voilà, c'est qui va manager. Et comment on va manager. Pape avait tout. Là, je suis bien placé pour vous le dire. Pape avait tout pour être un vrai leader. C'était même plus un président, c'était Pape. Un président, ça veut dire quoi? C'était le président de Marseille. Il incarnait d'abord, l'étiquette de l'OM, il incarnait l'étiquette de Marseille, et il incarnait ce que l'on aime être. Mais ce que, aussi, on a besoin de réguler, parce que Pape est un formidable régulateur, parce qu'il avait la confiance. Et surtout, il avait la capacité à dire ce qu'il faisait, à faire ce qu'il disait, et à tout assumer. Et justement, il y a une notion qui est fondamentale, c'est que quiconque va un jour prendre le leadership de l'Olympique de Marseille va devoir avoir du courage. Mais le courage de dire que le projet peut être long, mais le courage aussi de faire ce qu'il dit et de dire ce qu'il fait. Parce qu'en fait, le peuple marseillais, il veut de la cohérence aussi. Il veut de la cohérence. Si on nous dit super, on va faire un recrutement, ça va être génial, ça va être, et qu'on voit arriver des canassons, ou qu'on voit arriver des gens qu'on nous survend, ou qu'on voit un projet marketing là où on a envie d'un contrat social, c'est tout le problème comment dirais-je, de l'américanisation du concept marketing initial. Hein, vous vous rappelez, le projet OM, c'est tout ce qu'on dit. Arrête, moins de slides, plus d'action. C'est pas moins de slides, plus d'action, c'est moins de slides, plus de cohérence. Et raconte-nous l'histoire telle qu'on a envie de l'entendre, telle qu'on a besoin de l'entendre, et telle qu'on peut t'aider à la porter. Il y a eu de formidables erreurs de casting, mais qui étaient des erreurs de casting parce qu'on raisonnait le club dans une logique entrepreneuriale. Or, un club, c'est une entreprise, mais c'est une équipe, et c'est surtout un écosystème. Donc, quand on est à la tête de l'Olympique de Marseille, on doit être capable d'inspirer, de projeter, et d'amener dans un rapport de confiance toutes les parties prenantes du club. Et pas d'avoir un raisonnement purement rationnel. La rationalité, tout le monde sait qu'il la faut. Mais c'est pas le blason. Le blason, c'est le panache, c'est le courage, c'est l'espoir, c'est la cohérence, et c'est aussi et surtout la capacité à assumer. Assumer, tout simplement. En fait, le club a besoin de leadership, d'investissement et de leadership. Pierre Dantin, vice-doyen de la faculté des sciences du sport à Lumini. C'est toujours un plaisir d'écouter Pierre Dantin, hein, Bruno? C'est ça, un personnage haut en couleur, secrétaire général et membre du directoire de l'OM entre 2005 et 2006, donc vice-doyen de la faculté des sports d'Aix-Marseille Université, directeur adjoint du laboratoire Management Sport Cancer, donc il touche un peu plusieurs domaines, ancien conseiller spécial de la ministre des Sports Laura Flessel, donc c'est quelqu'un vraiment de touche à tout et de passionnant, toujours à écouter. Ouais. Pierre Dantin qui était passé dans un de nos lives il y a quelques semaines de ça, en début de mois. Et qui nous avait d'ailleurs dit qu'il a été président de l'OM un seul jour. Hein, un seul jour, ouais. Non, on a l'anecdote en vidéo, hein, on la passera un de ces quatre, parce que c'était assez marrant, l'anecdote était assez croustillante. Allez, on va clore donc
ce chapitre Frank McCourt. Where is McCourt? Où est Frank McCourt? Réponse normalement dans quelques heures, en début de semaine. Il devrait faire une apparition à la commanderie. Que va-t-il dire? Que va-t-il faire? Suspense, on verra bien. On en parlera sûrement la semaine prochaine.